Avons-nous une opportunité d'investissement sur restaurants, brands internationaux? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Croissance de revenus, voilà, c'est une entreprise. Voilà, si vous ne la connaissez pas, c'est essentiellement ici de la restauration rapide. Je pense sous plusieurs bannières. Donc, restaurant brand international, c'est Tim Hortons, Burger King, Popeyes, Firehouse. OK? Donc, notamment, vous avez si vous êtes allé dans un Burger King, ça appartient à RBI. Tim Hortons, c'est plus au Canada, ça appartient à RBI. Popeyes appartient à RBI. Firehouse appartient à RBI. Dans ce genre de secteur d'activité, posez la question généralement ici, franchise ou bien magasin en propre, etc. Bref, vous voyez ici qu'on a plusieurs types de concepts. D'accord? On est sur les burgers, on est sur les cafés, on est sur le poulet, le poulet frit. Le Firehouse ici, on est plus sur comment on appelle ça? On est plus sur des grillades. OK? So, plusieurs concepts, peut-être succès différents. OK? On va quand même aller regarder les chiffres. Alors, niveau chiffres, qu'est-ce qu'on a? Croissance des revenus, très bien. Acquisition organique, toujours aller vérifier ici. Enfin, quoique c'est plus organique pour ce genre d'entreprise. Same store sales, aller vérifier. Same store sales, très important. Revenus, les marges brutes ici stables ou croissantes. Donc, par rapport aux marges brutes, je peux déjà voir si l'entreprise est franchisée ou pas. Généralement, quand vous êtes en franchise, vous avez des marges bien plus élevées que ça. En tout cas, pour le moment, ici, on a du 40%, c'est pas si mal. Ensuite, on regarde ici les marges EBITDA. On reste à peu près sur du 33%. Vous voyez qu'il y a une pression sur les marges EBITDA. Remettez les choses dans le contexte. Inflation, non seulement inflation des matières premières, inflation au niveau des salaires également ici. Est-ce que l'entreprise a un pricing power? Est-ce qu'elle arrive à maintenir des marges? Pour le moment ici, on va se dire pas du tout, mais attention. Les dépenses en marketing également ont peut-être augmenté ici. C'est la raison pour laquelle on a des marges EBITDA moins élevées. Mais il faut toujours aller vérifier cela. Mais ici, on a déjà des questions à poser. Net income, free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Ici, quand on les met là, et boum, on voit ici que free cash flow et net income vont dans le même sens. Donc net income pourrait représenter la véritable rentabilité de ce business-ci. Et c'est déjà assez encourageant. Et donc, même si c'est un tout petit peu flat, si on regarde à peu près les marges de net income ici sur une longue période de temps, c'est près de 13%. On voit ici que depuis 2021, on a une certaine augmentation. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on doit se poser. Quel est l'objectif de marge du management ici? Sur les 10 dernières années, on a du 13%. 5 dernières années, on a du 13%. 3 dernières années, on a du 14%. Actuellement, 2024, sur les 12 derniers mois, c'est 17%. Est-ce que c'est durable? Allez vérifier. Mais on arrive à avoir des marges assez respectables. C'est une bonne chose. Ensuite, on regarde le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? C'est le nombre d'actions ici diminue. Timidement, certes, mais diminue quand même. C'est assez intéressant. Dette net sur EBITDA, ratio 5.5, c'est trop élevé. La limite ici, c'est en dessous de 5. Donc, on peut voir ici que c'est une entité qui est endettée. Enfin, je ne dis pas qu'elle ne peut pas repayer la dette, mais je veux dire le volume est assez élevé selon moi. Et donc, on devait en priorité rembourser cette dette-là. Mais on avait quand même un volume ici à 7 fois les EBITDA en 2020. Et aujourd'hui, on a 5,5 fois les EBITDA. Pourtant, la dette nette est plus élevée. Faites attention, peut-être ici, parce que l'EBITDA a eu tendance à augmenter dans le temps. Et donc, on a près de 13 milliards ici de dettes. Et on génère à peu près, en termes de bénéfices nets, aux alentours de 1 milliard par là, si je ne me trompe pas. Si c'est durable, tant mieux. Et donc, on peut repayer la dette nette ici en quelques 13 années. Donc, du point de vue price, du point de vue multiple, qu'est-ce qu'on paye, quel multiple de valorisation on paye pour ce genre d'entreprise? Alors, si une entreprise qui a une croissance assez correcte par rapport au secteur d'activité, voilà. Ici, le marché a tendance à payer 20 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. Moi, je vous dirais que pour ça, moi, je vais demander quelque chose. Mon prix sera aux alentours de 15 fois les bénéfices avec une marge de sécurité, bien sûr. Donc, ici, si je me limite à 20 fois les bénéfices, dépendamment de la qualité du business, etc., donc on a à peu près quelque chose qui pourrait être, voilà. Est-ce que c'est un business assez prévisible? On voit ici que c'est une entreprise, 70% du temps ici, 66% du temps, les analystes ont raison, du point de vue ici. Et si on prend les free cash flow, ils ont tendance également à avoir raison 70% du temps. Donc, on met ici, grosso modo, 73%.
Alors, et c'est là qu'on a un dilemme. On me dit ici que d'ici 2026, c'est une entreprise qui pourrait générer 8,60 $ par action. Par rapport au prix actuel, ça semble très intéressant parce que 8,60 $ par action, ok, par rapport au prix actuel, c'est à 95 $, c'est un rendement de 9%. Extraordinaire. Ok, j'aimerais bien prendre du 9% et vous dire que c'est ça. Mais déjà, si on se base sur le passif de cette compagnie, c'est une entité qui génère au moins aux alentours de 3 $ à 3,50 $ par là. Comment est-ce qu'elle va faire pour générer du 8,60 $ d'ici 2026? C'est intriguant. C'est pour ça qu'on va passer du temps ici à regarder les perspectives de croissance, les attentes en matière de croissance du management. C'est bien pour les analystes, mais le management prévoit quoi? Est-ce qu'on va ouvrir plus de magasins? Est-ce qu'on a fait une acquisition? Est-ce qu'on est rentré dans une géographie ici qui favorise la croissance? Peut-être, c'est pas moi, peut-être qu'on est rentré en Chine, on vend de plus en plus. Mais c'est vraiment assez intriguant. Même si on a vu que les marges avaient tendance à être de plus en plus élevées, est-ce qu'on va avoir tendance à les maintenir? Donc, je ne suis pas en train de vous dire ici que RBI et QSR est surévalué ou quoi que ce soit. Non, non. C'est intriguant. OK? Quantitativement, ici, ça paraît sous-évalué. Ça paraît surévalué. Mais comme d'habitude, moi, je permettais moi de douter. D'accord? Donc, quand je vais lire les rapports financiers, l'objectif du management en termes de marge m'intéresse. En termes de revenus également ici. Qu'est-ce qui favorise les attentes pour 2024 à 2026? OK? Déjà combien d'analyses on a sur le dossier? On vérifie. 11 analyses sur le dossier. C'est quand même beaucoup. Et les attentes, comme vous pouvez le voir, sont de moins en moins élevées. C'est quand même plus de 10% ici. Donc, c'est quand même plus de 10% ici en moins. Donc, il faut faire attention parce que ça pourrait continuer à diminuer. En tout cas, au ton de ma voix, tu peux voir ici que je suis très indécis par rapport à cette compagnie. Ça m'intrigue, on va le dire comme ça. Et donc, ça m'intrigue. Je vais checker les same-store sales, surtout voir si les volumes de magasins si les volumes de vente en termes pour les magasins comparables ici augmentent de plus en plus. Ça va m'intéresser. En tout cas, pour le moment, on va se dire que au prix actuel, même si on ajuste un tout petit peu les bénéfices nets attendus, qui sont moins élevés pour que les free cash flow, c'est une entreprise qui est correctement évaluée au prix actuel. Donc, on ne surpaye pas au prix actuel si on arrive à maintenir ce niveau de bénéfices net. Mais maintenant, si on arrive à faire croire que ce niveau de bénéfices net à un niveau plus élevé, le prix pourrait être extrêmement intéressant maintenant. Bref, 100 $ canadiens. Je vous laisse aller voir ça ici en profondeur. En description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Vous pouvez poser des demandes d'analyse quantitative. De toute façon, vous avez 4 niveaux. Vous avez 50% de réduction dessus. Vous avez également la possibilité d'avoir FastGraft avec 25% de réduction en passant par mon lien d'affilié. Et pour ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage de stock picking, afin de pouvoir monter en compétences et en confiance, vous pouvez booker un call en description de la vidéo et on verra si ce programme-là peut vous aider à atteindre vos objectifs. D'accord? C'est toujours mieux de parler avant de faire l'acquisition du produit. D'accord? Vous pouvez poser toutes les questions qui vont vous traverser l'esprit en lien avec le stock picking. Et ici, on aura 1 heure, vous et moi. Je rappelle que généralement, je prends en moyenne 2 calls par jour, donc 3 fois par semaine. OK? Donc, généralement, ça peut être très saturé. Si vous attendez prendre un rendez-vous la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura encore de la place. OK? En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et le dividende ici, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. OK? Merci.